Salut à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez vu dans le titre, on va aujourd'hui parler de mes 3 dernières lectures du mois de juin. 3 lectures plutôt pas mal, hein. On a de la romance, du contemporain et un policier. Voilà, de quoi se mettre en jambes et bien terminer le mois. Globalement, le mois de juin aurait été un très bon mois de lecture. J'ai aimé à peu près toutes les lectures que j'ai faites. J'en ai abandonné 2 mais très tôt. Je crois que j'avais dû lire 2 chapitres à chaque fois, ça me plaisait pas, j'ai fait ouais vas-y lâche l'affaire. Donc ouais, plutôt cool. Je suis assez contente de ce mois-ci. J'ai eu pas mal de coups de cœur et j'ai eu pas mal de très bonnes lectures au-delà de l'aspect coup de cœur. Donc c'est plutôt sympa. Toujours un plaisir hein, d'avoir des lectures qui nous plaisent comme ça. Donc eh ben écoutez, on va commencer tout de suite avec hop, ça y est, j'ai plus le titre en tête. Un été pour te retrouver de Morgane Moncombe. Vous l'attendiez peut-être avec plus ou moins d'impatience. Mais il est vrai que j'avais particulièrement hâte de découvrir ce 4e et dernier volume de sa saga Seasons. Du coup en 4 tomes. Ce tome 4 est centré sur Jasmine qui va se retrouver à passer une grosse partie de son été avec son ex, Andreas. Andrea d'ailleurs, faut que j'arrête de dire Andreas. Andreas c'est parce que c'est un personnage d'un de mes romans et comme j'y ai pensé tout à l'heure, bah voilà, aujourd'hui il s'appelle Andreas dans ma tête. Bref, Andrea, son ex, ils se retrouvent tous les deux réunis puisqu'ils vont participer au mariage de leurs amis et après ils vont partir en Buddy Moon. Au lieu de faire une lune de miel à 2, ils font une lune de miel avec des potes à eux, les mariés, ce que je trouve plutôt stylé en vrai, genre très stylé. Et du coup ils partent tous les 5, ils sont 5 en tout, et dans le lot il y a évidemment bah, donc Jasmine et son ex, ça va être l'occasion pour eux de potentiellement renouer. Voilà. On est donc sur de la new romance, on est sur le dernier tome d'une saga, et on est sur un tome que je vais vous spoiler à la fin de cette vidéo. Voilà, l'avis sur un été pour te retrouver sera en 2 parties. Une partie dans laquelle je vais juste vous donner globalement comme ça mon avis, et à la fin de la vidéo vous pourrez retrouver un avis avec du spoil. Donc si vous comptez lire les livres, ne regardez pas cette partie-là de la vidéo, vraiment. Ça va vous gâcher l'histoire, ça ne sert à rien. Si vous comptez pas les lire ou si vous les avez déjà lus et que vous voulez mon avis, on se retrouve à la fin de la vidéo pour cette partie avec spoil. J'ai beaucoup hésité parce que dans Morgane Moncombe fait une note à la fin où elle demande au lecteur de ne pas spoiler les autres, ce que je conçois complètement parce que c'est vrai que je trouve que ce tome, enfin déjà tous les tomes perdent de leur sens si tu les spoils, mais alors celui-là encore plus parce que je trouve que il y a pas mal de choses qui quand même... je pense que ça perdrait de sa saveur, donc je le conçois complètement, mais en même temps, moi si je vous donne mon avis, j'ai envie de pouvoir rebondir sur certaines choses et j'ai envie de vous en dire plus sur certaines choses. Du coup j'ai pesé un peu le pour et le contre et je vous ferai cette partie à la fin de la vidéo, donc restez jusqu'à la fin si ça vous intéresse, et surtout ne restez pas jusqu'à la fin si vous comptez le lire, vraiment. C'est un vrai conseil, donc ne le faites pas. Voilà. Maintenant parlons un petit peu de Un été pour te retrouver que j'ai bien aimé, voilà, je l'ai trouvé très sympa. Je pense que c'est mon 3e préféré. Je pense que si je devais les classer, je mettrais le printemps en premier, l'automne en 2e, lui en 3e et en dernier l'hiver. L'hiver j'ai moyennement aimé, même si j'ai aimé l'univers du patinage, j'ai pas du tout accroché au personnage. Et c'est quelque chose qu'on va retrouver un petit peu dans ce tome 3, j'ai assez moyennement accroché avec les personnages. En fait cette saga elle me laisse un peu en demi-teinte parce que d'un côté j'ai adoré. Et ce que j'ai adoré principalement, c'est retrouver la plume de l'autrice, c'est la façon qu'elle a d'aborder certains sujets. Elle traite toujours de sujets particulièrement difficiles, parfois plus que d'autres, mais en tout cas, elle a toujours à cœur de parler de faits de société, de choses vraiment qui lui tiennent à cœur, qui sont marquants, parfois même un peu touchants, très touchants même. Donc elle a toujours à cœur de parler de sujets, de vrais sujets complexes, et elle le fait bien. Donc j'ai apprécié de retrouver ça, j'ai apprécié de découvrir ce petit groupe de copines, même si du coup je suis un peu déçue parce qu'on les suit pas beaucoup ensemble, même si bah, c'est le concept, hein, on a 4 copines qui habitent un peu aux 4 coins du monde, donc forcément, enfin voilà, l'idée c'était aussi une nana dans une ville, enfin voilà, le but de cette saga c'était de nous faire voyager, de nous faire découvrir ces 4 profils assez différents. Mais en fait, de manière générale, j'ai pas hyper accroché aux romances et j'ai pas hyper accroché aux personnages. D'ailleurs, je pense que si j'ai pas accroché aux romances, c'est parce que j'ai pas trop accroché aux personnages. C'est quelque chose que j'ai encore retrouvé dans Un été pour te retrouver. On se répète un peu là-dedans. Mais voilà, j'ai eu un petit peu cet effet de... j'aime pas les personnages. Genre vraiment, c'est... En fait, j'ai adoré ces personnages dans le sens où ils sont très bien écrits, mais leur personnalité ne me plaise pas du tout. En fait, ils sont très cohérents, ils sont bien écrits, vraiment. Enfin... Voilà, c'est quelque chose qu'elle maîtrise, elle sait créer des personnages vraiment très intéressants. Morgane Moncombe, et c'est le cas, je les ai trouvés hyper intéressants. Donc, on va dire que le côté lectrice les a bien aimés, le côté personnel, je les ai pas aimés. Andrea, il m'a saoulée. Pour moi, c'est un peu un espèce de cliché de macho, enfin cliché non même pas en plus, mais c'est un espèce de gros macho là, j'aime pas du tout.
son côté ultra protecteur, voire un peu trop avec Jasmine, moi ça m'a saoulée. Je déteste les personnages comme ça, c'est vraiment un truc qui me gonfle. Et lui c'était vraiment exacerbé, mais en même temps il est comme ça et ça lui... Enfin, franchement, j'ai adoré son évolution parce que bah, forcément, on a quelques flashbacks de leur histoire avant et du coup, j'ai adoré son évolution. J'ai trouvé que c'était hyper cohérent de... Enfin, l'homme qu'il est devenu, l'homme qu'il était, la façon dont il a grandi, évolué, c'est hyper intéressant. Et franchement, c'est un personnage qui est réussi. Mais moi, je l'ai détesté, quoi. Il m'a saoulé de ouf. Et Jasmine, bah, c'était déjà celle que j'aimais potentiellement le moins. Enfin, en vrai, j'aime pas les deux cousines. J'aime ni Lily ni Jasmine. Je suis pas du tout fan des deux personnages. Et Jasmine, j'avais pas hyper hâte de la découvrir. En fait, ce qui me plaisait le plus chez elle, c'était le côté wedding planner. On ne la voit pas du tout travailler, elle est en vacances, donc voilà. Et j'ai pas accroché plus que ça non plus à ce personnage, donc forcément, bah, leur romance, elle m'a pas touchée. Enfin, si, elle m'a touchée de ouf pour plein de raisons dont je vous parlerai dans la partie spoil, mais j'ai pas été embarquée à aucun moment. Enfin, quand je les voyais, je me disais pas, ah, je veux trop. Enfin, ah, j'ai hâte qu'ils se remettent ensemble, je machin, ceci, cela, je sais pas, j'avais trop de mal à les visualiser tous les deux, et en même temps, en fait, c'est tellement bien écrit que en même temps, bah... En fait, c'est ça qui est particulier, c'est qu'elle arrive à créer des personnages qui, moi, personnellement, enfin, dans cette saga, le seul personnage que j'ai aimé, c'est Magnolia et, bah, du coup, Camille. C'est vraiment le seul couple que j'ai aimé et que j'ai trouvé vraiment d'un bout à l'autre qu'il allait trop bien ensemble. Et que c'était hyper cohérent. Les autres personnages, comme je les aime pas plus que ça, bah, en fait, c'est un peu comme si... j'ai adoré les lire parce que j'ai trouvé qu'ils étaient super bien écrits et qu'il y avait vraiment du potentiel et c'était trop cool. Par contre, c'est des gens avec qui je pourrais pas être pote, quoi, tu vois, c'est vraiment des gens, j'ai pas envie de les croiser dans la vie, c'est pas, ils m'intéressent pas, quoi. C'est ça qui est hyper ambivalent, c'est que j'ai réussi à ressentir des émotions style, oh toi je t'aime pas trop, tu me fais pas trop kiffer, j'aime pas tes... Enfin, je sais pas, j'aime pas trop. Et en même temps, ben... Voilà, genre dans le tome 1, le mec, mais je le déteste, genre vraiment. Bon, après, c'est peut-être parce qu'il a bully la meuf avant quand il était au lycée, donc forcément, moi, c'est un truc, c'est red flag absolu. Mais voilà. Or, Union, c'est pareil, il m'énerve, je l'aime beaucoup, mais il y a des fois, mais j'ai envie de lui foutre des patates sa mère. Puis alors, la Lily, n'en parlons même pas. Donc, tu vois, c'est ça en fait, c'est des personnages que j'ai pas forcément aimés plus que ça, mais je les trouve super bien écrits, et du coup, ça marche carrément. Et Un été pour te retrouver, c'est ça. Je pense que c'est aussi celui qui m'a le plus touchée parce que les thématiques qui sont abordées m'ont énormément touchée. Je vous en parlerai davantage bah, du coup à la fin de la vidéo en vous spoilant ce passage-là. Un passage que moi j'avais vu venir un peu les raisons de leur rupture et ça m'a énormément touchée. J'ai trouvé que c'était merveilleusement bien écrit encore une fois. Enfin franchement en fait si je devais dire un truc de cette saga c'est qu'elle est très bien écrite, qu'elle nous tient complètement en haleine, on se laisse complètement porter, les personnages sont très bien écrits. Et encore une fois, je dis ça alors que je les ai pas aimés. Enfin, je me suis pas attachée. Enfin, si. En fait, c'est ça qui est particulier, c'est que je me suis attachée quand même à eux parce que ils sont bien écrits, donc t'as envie de savoir leur histoire, etc. Mais s'ils étaient tous dans un bateau, que le bateau coulait, j'irais pas mettre ma vie en danger pour aller les sauver. Tu vois un peu le délire? Voilà. Donc, je vais m'arrêter là, je pense, pour la vie, sans spoil. Globalement, c'était une bonne lecture, j'ai kiffé, je l'ai surtout dévoré, je l'ai dévoré dans le train aller pour Paris quand j'y suis allée la semaine dernière. Et j'ai vraiment, voilà, je l'ai fini il y a une semaine et j'ai encore dans la tête les émotions par lesquelles je suis passée parce que j'en ai ressenti vraiment beaucoup. Et j'ai très hâte de vous parler un petit peu de tout ça plus en détail à la fin de cette vidéo. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de 6 versions. Le premier volume, Les Orphelins du Mont Carclo de Matt Wesolowski. Je sais pas comment ça se prononce exactement, donc on va pas chercher plus loin. Édité chez Point. Depuis sa sortie en poche, ce petit bouquin, j'avoue qu'il m'intrigue énormément, puisque on se retrouve dans une espèce de podcast, dans un podcast qui est tenu par Scott King d'ailleurs, pas Kings, qui va s'intéresser à une affaire qui a eu lieu il y a une vingtaine d'années. À cette époque-là, il y a un adolescent qui a disparu lors d'un espèce de petit camp de vacances au Mont Carclo, donc en Angleterre. Il a disparu, hop, du jour au lendemain, on n'a pas retrouvé, et 1 an après, son cadavre a été retrouvé. Voilà. Il va s'intéresser à ça, et il va utiliser du coup son podcast, bien sûr, son podcast qui s'appelle 6 versions. 6 versions parce qu'il va interroger plusieurs protagonistes autour de cette histoire pour essayer de, bah voilà, assembler les pièces et de voir un peu qu'est-ce qui a pu se passer, etc. C'est une affaire qui est irrésolue aujourd'hui. On a fini par conclure qu'il était potentiellement mort tout seul, mais qu'est-ce qui l'a amené à sortir à ce moment-là? Enfin, voilà, il y a des grosses zones d'ombre dessus, il y a beaucoup de personnes qui ont été accusées à l'époque, notamment les adultes qui entouraient un petit peu tout ça, donc on va suivre un petit peu tous ces personnages. C'est vraiment construit comme un podcast, donc on va avoir quelques passages qui sont en fait du point de vue, et ça moi j'ai eu trop de mal à capter que c'était ça, alors qu'en fait c'est pas du... Je sais pas pourquoi j'ai eu tant de mal à le finir, enfin à le capter, mais on a du coup des passages qui sont du point de vue du gars qui a découvert le cadavre, à qui appartient en fait le Mont Carclo,
Et on a ensuite chaque épisode avec à chaque fois, c'est vraiment fait comme un podcast avec, je sais pas si vous allez vraiment voir, mais on a les passages en italique, là c'est le narrateur qui va parler, et on va avoir les passages en format dialogue, où ça va être la personne qui est interrogée qui va raconter un petit peu ce dont il se rappelle. Du coup, ce format-là rend le récit hyper addictif. On est complètement à fond dedans. Moi, personnellement, je me suis laissée complètement porter par l'histoire. J'arrivais pas à le lâcher. J'avais envie de connaître le format de l'histoire. Et le côté podcast donne l'impression que la lecture, elle va toute seule. T'as l'impression d'écouter un podcast pour de vrai. Et ça, c'est plutôt cool. J'adore écouter des podcasts d'horreur. Ça me fait kiffer de ouf. J'ai découvert plein de personnes avec... d'horreur, de true crime. Et là, j'ai un petit peu retrouvé ce que j'adorais avec, en plus de ça, le côté, on va interroger des personnes qui ont vécu l'histoire. Et ça, je trouve ça hyper sympa. Accessoirement, j'aime aussi beaucoup, des fois les versions elles se contredisent et d'autres vont venir compléter les versions des autres. Bref, j'ai trouvé que c'était hyper bien construit. Ça va crescendo, on va petit à petit découvrir les personnalités des personnages. Beaucoup de personas dans cette phrase, mais on va vraiment creuser en fait chaque personnage petit à petit au fur et à mesure qu'on va interroger. Et d'ailleurs, généralement, c'est assez drôle de voir comment le fait d'interroger un personnage va à la fois creuser sa personnalité à lui, mais va aussi amener à découvrir un peu plus tous ceux qui gravitaient autour. Voilà, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant, c'est très bien construit. En plus de ça, on a quand même des retournements de situation dans le présent et pas juste dans l'affaire qu'on va suivre. J'ai été bluffée de ouf parce que le petit entre guillemets plot twist de la fin, je m'y attendais absolument pas, je l'avais pas du tout, mais alors pas du tout vu venir. J'ai trouvé que c'était super bien foutu. J'ai trouvé que la narration était hyper intéressante parce qu'en fait du coup tu vas à la fois suivre des... En fait c'est très particulier parce que t'as à la fois un petit peu l'impression de suivre, enfin tu suis l'histoire et en même temps on te la raconte. Donc t'as vraiment un petit peu ce sentiment de vivre une histoire sur laquelle de toute façon il n'y a plus de prise possible, c'est fait, c'est terminé. Et j'ai trouvé que c'était particulièrement intéressant à lire parce que c'est assez rare. Généralement on a quand même une histoire qui est assez dynamique, qui va se dérouler entre guillemets en même temps que tu vas la lire. Là on a vraiment ce côté... le présent il n'existe pas vraiment. Le présent oui ça va être Scott King qui va interroger les différentes personnes certes, mais on sait rien de ce mec là. Ce mec là il n'existe pas vraiment, c'est juste un narrateur. Et c'est ça qui est hyper intéressant. J'ai aimé le côté, le narrateur qui est en fait d'une certaine manière le héros de l'histoire. C'est hyper sympa. J'ai aimé aussi le fait que ce soit quand même intercalé avec des chapitres avec un personnage qui du coup va devenir presque... Tu le soupçonnes presque, mais tu sais pas vraiment de quoi en fait. C'est ça qui est particulier. Parce que le fait en fait de suivre... tu sais, je sais pas, je trouve qu'il est un peu... comment dire... Je pense que c'est voulu qu'on essaye un petit peu de nous faire croire qu'il y a quelque chose autour de lui ou pas. Et enfin je sais pas, il est hyper suspect comme mec et c'est super sympa. Franchement j'ai adoré ce roman, je pense que je vais lire la suite parce qu'il y a plusieurs tomes comme ça avec à chaque fois une affaire différente. Et j'avoue que par rapport à comment ça s'est déroulé dans celui-ci, j'ai très envie de savoir ce qui a été fait pour les autres. Donc je pense que je vais me pencher dessus assez rapidement, mais on s'en reparle très vite du coup. Le dernier roman que j'ai à vous présenter, et pas des moindres, parce qu'en réalité ça fait un mois que je me le suis trimballé pendant un mois. Il s'agit de La vie est facile, ne t'inquiète pas, d'Agnès Martin-Lugan aux éditions Pocket. J'ai lu Les gens heureux lisent et boivent du café, qui est du coup le tome précédent, il y a un mois de ça, et à la base j'ai commencé celui-ci aussitôt après. Sauf que j'avais d'autres livres à lire, donc j'ai lu les autres livres, et lui je l'ai laissé de côté. Mais j'avais lu... Alors, qu'est-ce que j'avais lu? Où est-ce que je m'étais arrêtée? Là. J'avais lu 60 pages à peu près, enfin 65 pour être précise. Bref, j'avais lu une soixantaine de pages et j'avais laissé le livre de côté pendant un temps. Sauf que là, j'avais fini mes lectures, il me restait 2 jours avant la fin du mois, je me suis dit est-ce que ce serait pas le moment de terminer ce petit machin? Ben écoutez, j'ai profité de mon week-end au coin du feu, parce que ouais, on allumait une flambée dans notre petite tente... où je suis allée là parce qu'il faisait super froid sa mère, et le lendemain on avait un putain de beau ciel bleu et 24 degrés dehors, j'avais envie de pleurer, mais bref. J'ai lu ce petit truc au coin du feu. Dans Les gens heureux lisent et boivent du café, on suivait Diane, une femme qui malheureusement avait perdu un an plus tôt sa fille et son mari dans un accident de voiture. Elle peinait à s'en remettre, elle partait en Écosse et on va suivre le reste de ses aventures. Elle est en train de se remettre doucement mais sûrement de tout ça. L'Écosse lui a fait énormément de bien. Et on va suivre donc Diane désormais, donc ça fait je crois un an à peu près qu'elle est revenue d'Écosse, donc ça fait plus de 2 ans du coup que son mari est décédé, enfin bref, elle avance petit à petit et c'est plutôt cool. Je crois que j'ai préféré en fait celui-ci, même si j'ai mis 10 plombs à le lire, je pense que j'ai préféré celui-ci. Déjà j'ai préféré la Diane de celui-ci. Dans le tome 1, et elle est très bien écrite, attention, hein, je dirais pas le contraire,
Mais dans le tome 1, j'ai trouvé qu'elle était quand même... j'avais des fois, je la trouvais en fait hyper puérile des fois dans ses réactions. J'avais vraiment l'impression d'avoir une... pas une ado, mais une très jeune adulte, etc. J'avais pas l'impression d'avoir une femme qui a été mariée, qui était enfant. Elle était... En fait, elle est passée, je pense, du giron de ses parents à celui de son mari, qui s'occupait de tout pour elle. Et on a un peu l'impression d'avoir affaire à une... Je vais pas dire une débile, abusons pas non plus, mais à quelqu'un qui était très... comment on dit merde. Très materné, c'est pas ce que je voulais dire, mais ça fonctionne aussi. Quelqu'un qui était très materné, etc. Et je trouve que dans ce tome-là, c'est plus le cas. Dans ce tome-là, et c'est ce que j'ai vraiment aimé, elle va prendre ses propres décisions par elle-même, elle va aller de l'avant, elle va vraiment faire des choix qui, moi, m'ont plu. J'ai aimé la voir s'affirmer, notamment face à ses parents au début du roman, j'ai trouvé que c'était vraiment très très cool. Et là où je pense que j'ai encore plus aimé, c'est que j'ai eu l'impression ce coup-ci qu'on avait une vraie fin. Le tome 1 m'avait laissé sur ma faim justement parce que je trouvais que c'était un peu, je vais pas dire bâclé, parce que je pense que c'était totalement voulu et que ça fonctionnait très très bien, mais c'était hyper frustrant en tant que lectrice. Après je savais qu'il y avait une suite, donc voilà. Et j'ai été très contente aussi des choix de l'autrice, j'ai trouvé qu'ils étaient très très cohérents. Ils m'ont plu. J'ai trouvé que... en fait je trouve qu'elle a trouvé une très bonne manière de clôturer les choses et de résoudre certains problèmes qu'il pouvait y avoir. Et je suis très contente de la fin de cette histoire. Après, est-ce que ça valait vraiment le coup de faire 2 volumes? Est-ce que... Mais en même temps, si, c'est trop cohérent. C'est des tout petits romans, je vous conseille vraiment de les lire, ils sont très très bien. Les gens heureux lisent... Non, les gens heureux lisent et boivent du café. On va y arriver. Et vraiment sympa, même si le début est particulièrement dur et il y a des scènes assez dures. Et j'ai trouvé que celui-ci était peut-être un peu plus doux, même s'il y a des scènes qui sont difficiles aussi. Je trouve que ça restait quand même... En fait, il m'a vraiment fait du bien celui-ci. J'ai trouvé c'était un très beau message qui était délivré. Déjà dans le premier c'était le cas, mais je pense que c'est encore plus le cas ici. Et surtout, il se passe étonnamment plus de choses dans celui-ci. Il y a moins de longueur alors qu'il est plus long que dans le tome 1 où, bah, en même temps c'est normal, le premier tome c'est vraiment la guérison du deuil, on avance, etc. Là, on n'est plus sur de la guérison du deuil. Pour moi, le deuil est fait et on avance vraiment. Et c'était vraiment cool. Donc je vous conseille vraiment de découvrir cette duologie. Très 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 bien écrite. Agnès Martin-Lugan a une très jolie plume et ce sont ses premiers romans. Donc c'est très cool de découvrir ça. Et c'est vrai qu'avec du recul, je vois quand même vraiment l'évolution déjà entre celui-là et... enfin le premier et celui-ci plutôt. Et également avec celui que moi j'ai déjà lu. Qui est je sais pas où... dans ma bibliothèque. Quelque part. Et qu'elle a écrit plus tard, où je trouve qu'il y a encore une fois une vraie évolution de la plume, et c'est plutôt cool. J'adore voir l'évolution des plumes des auteurs, je trouve que c'est hyper intéressant. Voilà. Maintenant, je vous tiens encore quelques petites minutes si ça vous intéresse pour vous parler spoil. Si ça ne vous intéresse pas, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Et pour ceux qui ont déjà évidemment lu Un été pour te retrouver, c'est pour ça que vous êtes là, je voulais vous donner mon avis sur 2 petits points sur ce roman. Attention, je spoil à partir de genre maintenant. Déjà, je voulais parler du fait de la fausse couche de Jasmine. Parce que c'est une thématique qui me tient très 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 à cœur. C'est quelque chose que j'ai déjà vécu personnellement, donc je sais que c'est terrible. Et en fait, très rapidement dans le récit, j'ai su qu'il y aurait une fausse couche. C'était sûr et certain que c'était ce qui les avait séparés. Même si, pour moi, c'était évident qu'à l'avenir, ils finiraient par se séparer. Pour moi, et d'ailleurs ça rejoint le deuxième point dont je voulais vous parler, ils sont pas faits forcément pour être ensemble. Ils ont été ensemble quand ils étaient jeunes, c'est cool, ils se sont aidés à grandir et c'est génial. Mais, et je pense que je vais en parler tout de suite, le choix de Morgane Moncombe de ne pas les faire rester ensemble est le meilleur choix qu'elle pouvait faire. Plus j'avançais dans ma lecture et plus je me disais mais non, à un moment donné les gars c'est terminé, ça se voit, ça se sent. Oui vous vous aimez évidemment et vous vous aimerez probablement toujours parce que vous êtes le premier grand amour de l'un et de l'autre et c'est beau et c'est magnifique ce que vous avez vécu, mais c'était évident que c'était terminé, c'était évident qu'ils avaient chacun évolué de 2 manières hyper différentes et que d'une certaine manière ils étaient beaucoup plus épanouis séparément. Et je trouve que c'est la meilleure décision qu'elle ait prise, donc je suis très contente qu'elle ait fait ce choix là parce que j'avoue que j'avais vraiment très peur et plus j'avançais plus je me disais mais non mais c'est pas possible. Il y a des gens qui sont différents et qui sont faits pour être ensemble. Là, en l'occurrence, ils sont différents, mais ils sont pas du tout complémentaires. Ils ont chacun des volontés, des envies de faire, de vivre. Enfin, lui veut des enfants, elle en veut pas. Elle veut voyager, lui, il est casanier, il veut pas sortir de chez lui. Lui, il aime la campagne, elle aime bouger. Elle aime la ville, elle aime que ça... Enfin...
y a rien qui va, ils sont absolument pas faits pour être ensemble. Et je trouve que c'est couillu de la part de mon comble d'avoir fait ce choix-là. Et pour moi, c'est la meilleure fin possible, c'est une fin très heureuse, parce que pour moi, dire adieu à ton premier amour, c'est pas forcément négatif, au contraire. Et là, pour moi, ça peut... Enfin, je trouve qu'ils éclosent complètement au fur et à mesure de l'histoire, et le paroxysme de cette éclosion, c'est à la fin, quand ils se séparent. Voilà. Et pour en revenir à la fausse couche, pour moi, c'était évident que ce serait ça. Et je trouve que, de toute façon, l'autrice a mis des indices un peu partout, au point qu'il y en a beaucoup, que j'ai vu quelques avis... parce qu'il y en a beaucoup qui aiment bien cracher sur les auteurs en ce moment, et je sais que Morgane Moncomble, c'est souvent le cas. J'en ai vu pas mal qui disaient « Non, mais de toute façon, j'ai abandonné parce que... c'est trop flagrant, le plot twist, machin... » Alors, évidemment que c'est flagrant, et heureusement que c'est flagrant. Moi, je suis désolée, mais je suis très contente d'avoir lu qu'elle avait des vergetures sur le ventre et de m'être dit premier indice, et puis de l'autre qui se fait tatouer des bleuets, deuxième indice, ça l'a fait chialer, c'est bizarre. Drôle de réaction quand on parle d'enfant quand même. C'est pas juste qu'elle en veut pas, on sent qu'il y a une histoire derrière. Et putain, heureusement qu'elle met des indices comme ça. Pour avoir vécu une fausse couche, Enfin, une fausse couche en plus, on faut pas utiliser ce terme-là, c'est pas bien, mais moi je le fais quand même parce que j'ai pris l'habitude de dire ça. Mais en réalité, une grossesse arrêtée, c'est très bien aussi. Bref, et puis j'en veux à personne s'ils disent fausse couche. J'espère que personne ne m'en veut de dire fausse couche parce qu'il n'y a rien de faux dans une grossesse avortée. Bref, pour avoir vécu ça, déjà, il y a probablement rien de pire au monde. Je pense que c'est un des plus... Enfin, perdre un enfant, peu importe à quel stade de sa vie il en est, c'est terrible. Et j'ai besoin, moi, d'être préparée quand je lis une scène comme ça. Quand elle me tombe sur le coin de la gueule comme ça, je pense que j'aurais très mal vécu le truc. Là, j'ai eu le temps de me préparer pendant toutes les pages. En fait, à partir du moment où il y a eu le coup des vergetures, j'ai tout de suite compris. Déjà de base, j'avais un peu dans la tête que potentiellement ça pouvait être un truc comme ça, mais voilà, à partir de là, je me suis dit, ok, c'est ce qui s'est passé. Prépare-toi mentalement parce qu'en plus, elle a des vergetures, c'est que c'est une grossesse qui a été avancée quand même un minimum parce que les vergetures sont créées par le fait que ta peau se tende plutôt rapidement. Donc, voilà. Et en effet, la scène, je l'ai trouvée particulièrement bien écrite et j'apprécie le fait qu'elle ait choisi le point de vue du père pour parler. Parce que je pense que celui de la mère, je l'aurais très très mal vécu. Et plus encore, j'apprécie qu'elle ait pris la peine de préparer le lecteur à ça. Elle a laissé des indices qui permettent au lecteur de se dire « Ok, potentiellement, je vais avoir droit à cette scène-là. » Et bah personnellement, je trouve que c'est ce qui m'a aidé à lire cette scène parce que sinon, je pense que... Non mais en plus, faut que je vous raconte. Parce que le jour où je lis moi cette scène là, j'étais dans le train, j'allais à Paris et après où est-ce que j'allais? Oh, au truc d'histoire naturelle là où il y a les cadavres de dinosaures, les cadavres de pire en pire, où il y a les squelettes de dinosaures, mais il n'y a pas que ça, il y a des putains de squelettes de fœtus humains. Donc toi tu viens de lire une fausse couche où l'autre elle perd son bébé à 1 mois de l'accouchement et après tu as le droit à des petits fœtus humains. Mais non, mais dans quel monde on vit quoi? Bref, j'étais en PLS profonde quand j'ai vu ces petits fœtus, là je les ai à mon mec, j'ai fait ah non mais par contre j'ai trop aimé les squelettes de dino mais les fœtus non quoi, pas ouf, pas ouf, je comprends le concept et l'intérêt scientifique, je ne comprends pas le reste et je n'ai pas aimé, bref voilà. Mais en plus comme par hasard, juste après j'ai lu cette scène là où tu peux pas t'empêcher d'y repenser quand tu regardes les petits machins là, quelle horreur, mais quelle horreur, bref. Tout ça pour dire que c'est une scène que j'ai trouvée très touchante et que j'ai apprécié la façon dont elle a préparé son lectorat et surtout la façon dont elle a écrit du point de vue du père. On sait ce que la mère a ressenti parce qu'elle nous en parle, on sait ce que Jasmine a vécu, mais le fait que la scène, quand on a le flashback, elle soit vécue du côté d'Andrea, j'ai trouvé que c'était plus facile à lire, même si c'était putain de terrible à lire, parce que ça aurait été affreux de le lire du point de vue de Jasmine, il n'y a aucun doute là-dessus, donc voilà. J'avais vraiment envie de revenir sur ces deux points parce que j'avais vraiment envie de vous donner mon ressenti sur ces deux choses-là, mais en même temps je pouvais pas le faire sans spoiler, donc j'ai beaucoup hésité. J'espère malgré tout que j'ai fait le bon choix, que cette vidéo vous aura plu comme d'habitude, et puis voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous fais de très gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, et puis bah écoutez, ciao, hein, voilà.